Hola, bienvenidos a todos dans ces nouvel épisode des podcasts. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis très fatiguée. D'ailleurs, je refais cet épisode de podcast parce que je l'avais enregistré, en fin de compte, pour tout vous dire, très transparente avec vous. Je l'ai enregistré, en fin de compte, la veille, hier, et je me suis réécoutée. J'ai dit, non mais... Oh, on dirait que tu dors, Julie, en fait, quand tu parles là, donc c'est pas possible. Attends, demain, peut-être tu seras un peu moins claqué et tu pourras faire un épisode un peu plus péchu, enfin, un peu plus péchu. C'est pas le but, mais voilà, où tu dors un peu moins, tu vois. Donc, je me suis dit, on va attendre. Et pour le coup, là, ouais, non, j'ai dit, c'est mort, je le refais parce que c'est pas possible, hein. Même moi, je m'endors, quoi, quand je m'écoute, donc c'est pas envisageable. Mais oui, je suis très fatiguée. J'ai un traitement qui peut-être potentiellement fait que je suis fatiguée. J'ai eu mes règles 2 fois avec une semaine de pause entre les deux. Donc oui, je suis un petit peu épuisée. Puis le temps, clairement, je pense que vous allez me dire la même chose, hein, mais ça n'aide pas non plus. On manque de luminosité, enfin voilà. Mais bon, on peut rien y faire. Le temps, c'est au moins une des choses que l'être humain ne peut pas encore maîtriser, tant que ça dure. Donc je voulais vraiment faire cet épisode aujourd'hui avec vous parce qu'on va parler d'un sujet qui, je pense, parle à beaucoup d'entre nous. Vous savez, c'est cette impression de devoir tout gérer, de tout porter, et que si on ne le fait pas nous-mêmes, y a finalement personne d'autre va le faire. Ça, c'est une pensée, moi, qui m'a accompagnée pendant des années jusqu'à 2024, hein, clairement, où j'ai une grosse prise de conscience et je me suis dit, mais merde, quoi. Euh, c'est bon, ça, il faut que ça change, quoi, parce que vraiment, ça me bouffe. Et je me bouffe, en fait, avec ça. Donc, peut-être que vous connaissez ça aussi. Donc, pour le coup, c'est un sujet dont je peux très, très bien parler, puisque je connais ça très, très bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous poser une question, c'est qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte de vouloir tout contrôler, de vouloir tout porter, même ce qui ne vous appartient pas en fin de compte? Les pensées des autres, les problèmes des autres, les émotions des autres, les tâches, les responsabilités des autres. Qu'est-ce que ça vous coûte de porter tout ça? C'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode. On va parler de ce besoin de tout gérer, des conséquences que ça peut avoir sur notre santé mentale et sur notre bien-être. Et évidemment, surtout, on va apprendre à lâcher ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'honnêtement, vouloir tout faire, c'est gentil, hein, vraiment c'est gentil, mais c'est épuisant, OK? Donc on va prendre, voilà, une grande inspiration, on va se poser. Moi, j'ai préparé mon petit thé, tout ça. Vous pouvez faire de même et on va attaquer l'épisode ensemble. Donc c'est parti. Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans, et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Dans cette première partie, je voulais voir avec vous, pourquoi est-ce qu'on veut tout gérer, tout contrôler? Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces scénarios. Vous savez, vous voulez être la personne qui trouve toutes les solutions. Vous voulez être là pour tout le monde, aider tout le monde, heu, faciliter, j'ai même envie de dire un petit peu, les choses à tout le monde et sans jamais montrer de signes de faiblesse, quoi. Est-ce que ça vous parle? Moi, oui, hein, clairement, moi, c'est vraiment ça, c'est ma vie, ça, hein. Enfin, ça l'a été jusqu'à, là, il y a très, très peu de temps. Et en fin de compte, il y a plusieurs raisons derrière ce comportement. Généralement, oh pardon, non, je regardais ma fenêtre derrière, je pensais qu'il pleuvait, j'ai fait: «Ah non!»
Bah, déjà, c'était censé être prévu pour ce soir. Ah non, je veux pas qu'il pleuve en journée, moi. Bon, je disais, je reviens à nos moutons. La première raison derrière ce comportement, souvent, c'est le syndrome du sauveur. Alors moi, clairement, je me retrouve énormément là-dedans. On veut toujours être inconsciemment, hein, OK? Inconsciemment, en tout cas, moi, c'est très inconscient, on veut toujours être indispensable. On se dit que si on n'intervient pas, les choses, elles vont mal tourner. Mais ce besoin de tout sauver, c'est pas toujours sain, OK? Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, ça repose souvent sur une peur de pas être assez. Et il y a aussi la peur du jugement, pardon. Souvent, on se dit: «Ouais, mais si je dis non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va croire que je suis égoïste, paresseuse, que je suis pas capable?» Alors moi, je vous le dis, moi, j'étais pas du tout là-dedans, parce que le regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui me passe au-dessus, mais genre tellement au-dessus que je le vois même pas. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver. La peur du jugement, c'est très typique de voilà, de ce type de personne. Et le problème, c'est que ce type de pensée, elle est tellement ancrée qu'on finit après par s'épuiser à vouloir satisfaire pardon, toutes les attentes des autres. D'ailleurs, donc comme d'habitude, je fais des petites recherches et j'ai trouvé une étude de l'INSEE. Écoutez bien, hein, ça va pas vous choquer, mais ça reste choquant, je trouve, qui, du coup, a montré que 75% des femmes, écoutez bien, hein, 75% des femmes estiment devoir gérer la majorité des tâches émotionnelles et domestiques au sein de leur foyer. OK? Donc ça veut dire, vraiment, prendre en charge, les émotions des uns des autres, que ce soit le conjoint, la conjointe, les enfants et cetera. Plus les tâches, domestiques, donc c'est-à-dire le ménage, le repassage, le linge, les enfants, les repas, et cetera, et cetera. Tout ce qui concerne, le foyer. Et ça, même quand elles travaillent à l'extérieur, enfin, travaillent à plein temps. Donc imaginez les les femmes qui sont au foyer. C'est encore pire, le chiffre il augmente, hein. OK, donc c'est un chiffre qui est quand même énorme, je trouve. Parce que vraiment, ça montre à quel point cette pression, elle est systémique en fin de compte. Puis enfin, il y a ce que j'appelle les normes sociales invisibles. Parce que, si vous vous observez ou vous observez les gens que vous connaissez qui sont comme ça, souvent depuis toute petite, je parle au féminin parce que bon, je viens de dire, hein, 75% des femmes, hein, donc c'est que clairement, il y a une majorité de femmes qui vivent ça plutôt que d'hommes, sans grande surprise d'ailleurs. Mais c'est vrai que depuis toute petite, on a tendance à nous avoir appris, qu'on devait être forte, qu'on devait être parfaite, qu'on devait être multitâche, qu'on devait sourire, qu'on devait dire oui, OK? Et que du coup, tout devait reposer sur nous. Soit on nous le disait pas verbalement, mais on nous le montrait, c'est-à-dire avec des mamans, des tantines, des grands-mères et cetera qui étaient comme ça. Et donc du coup, beh, forcément, hein, les neurones miroirs, voilà, par imitation, on a pris ça pour acquis et on est devenu comme ça. Pour ma part, c'est vraiment ça, hein, on me l'a jamais dit verbalement, mais j'ai une maman qui a tout porté sur ses épaules et d'ailleurs qui le fait toujours, mais enfin bon, depuis, toujours. Voilà, déjà enfant, elle était comme ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est le modèle que j'ai eu. Et on grandit du coup avec cette idée-là, qu'on doit tout faire, qu'on doit être parfaite, qu'on doit surtout pas montrer de signes de faiblesse. Alors c'est ça le coup du fait de devoir être fort et forte, c'est encore pire chez les garçons, hein. Souvent on dit: «Tu un homme, hein, donc tu vas pas pigner pour rien, les garçons ça pleure pas, tanani tanana». Mais le fait de devoir avoir, le poids de tout sur ses épaules, ça c'est typique de la petite fille quand même. Donc ça a tendance à changer évidemment grâce aux générations, futures, mais si on fait attention à comment on élève nos enfants, bien sûr. Garçons comme filles d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Donc c'est parti pour la partie 2. Donc dans cette deuxième partie, on va aborder les conséquences qui arrivent du fait de vouloir tout gérer justement. Parce que ce besoin de tout gérer, ça malheureusement, ça a toujours un prix à payer, OK? Le premier, ça va être sur la santé mentale. On sait bien que le stress chronique, la fatigue mentale, voire l'anxiété ou le burn-out, c'est le résultat direct de ce comportement-là, de vouloir tout gérer. Parce que quand on veut tout porter, tout gérer, le cerveau, il se repose jamais en fin de compte. D'ailleurs, selon l'OMS, 60% des personnes atteintes de burn-out, 60%, hein, je répète, hein, parce que je crois que c'est tellement énorme, moi ça me choque.
Enfin, ça me choque sans me choquer parce que je suis vraiment pas étonnée pour le coup. Mais 60% des personnes atteintes de burn-out sont des femmes qui jonglent avec les responsabilités professionnelles, personnelles, comme on l'a dit un peu plus haut. Ça, c'est énorme. Le deuxième point, la deuxième conséquence du fait de vouloir tout gérer, c'est vraiment sur la vie personnelle. Ça veut dire que on est tout le temps, quand on est tout le temps en train de tout gérer pour les autres, mais en fait, on passe à côté de moments précieux pour nous, importants pour nous. Notre créativité, elle va en souffrir. Les relations, elles peuvent devenir aussi beaucoup plus tendues, parce qu'en fait, en fait, c'est un cercle vicieux, écoutez, hein, écoutez bien. Nous, on va se sentir seul, parce qu'on se dit, ouais, mais du coup, il y a que moi qui gère tout, nanani, toi, tu fais rien, je me tape tout à la maison, je me tape tout avec les enfants, etc. Et en fin de compte, on n'a plus le temps aussi de faire ce qui nous rend heureuse. Donc en fait, on est frustré. Ok, on va être frustré de ne pas pouvoir faire ce qui nous rend vraiment heureuse et ce qui nous plaît vraiment, pour faire des choses qui vont finalement être faites souvent de manière mécanique. Ok, comme je dis, on va être c'est ce que je disais pour moi, j'étais vraiment en pilotage automatique. Et j'ai réalisé que, par exemple, j'avais beaucoup de mal à déléguer à mon mari, pour le coup, par exemple, le linge. Je vous donne un exemple très concret, le linge. Nous, on n'a pas de sèche-linge électrique là, ok. Donc on met sur un Tankerville, un sèche-linge manuel là. Et donc c'est un truc classique, hein, il n'y a rien d'high-tech ou quoi que ce soit. Et du coup, je mets un étage là on étend le linge là, par personne. Moi, voilà, j'ai mon organisation parce que je sais que ça va me faire gagner du temps ensuite pour pouvoir plier, ranger dans les chambres. Mon mari, lui, c'est YOLO, quoi. Il prend le truc, il le met, hein, il regarde pas c'est à qui, c'est à quoi, tac, il l'étend. Voilà. Il pense pas que s'il l'étend de telle ou telle manière, peut-être le linge, il va être un peu plus froissé, par exemple. Ça, il pense pas ça. Parce qu'il gère pas non plus cette partie qui va arriver après, qui va être, si jamais c'est trop fripé, bah, va falloir le repasser, alors qu'on aurait pu éviter si ça avait été bien secoué avant et bien étendu correctement. Bon, lui, il l'étend. Au final, le linge, il est étendu, il est sec. Et ben, moi, j'avais beaucoup de mal à relâcher la pression sur ça en me disant: «Ouais, mais moi, quand je le fais, c'est mieux fait». Oui, c'est vrai, c'est mieux fait. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est parce qu'en fait, genre, je le fais juste tellement tout le temps que, bah, en fait, j'ai perfectionné mon geste, ma façon de faire, évidemment. C'est pas quelqu'un qui va le faire 3 fois dans l'année qui va pouvoir se perfectionner sur le sujet. Et ça marche pour tout, hein, ça pour le vélo, pour le dessin, pour tout ce que vous voulez. Bon, j'ai dû lâcher la bride un petit peu et me dire: «Au final, qu'est-ce qui compte vraiment? Que chaque personne ait son étage sur le Tankerville ou que le linge il soit sec et propre, quoi?» Ah oui, bon, bah, c'est vrai que le truc de base, c'est quand même qu'il soit sec. Bon, du coup, j'ai lâché la pression sur ça et quand j'ai besoin et que je sens que j'arrive à saturation, enfin avant d'arriver d'ailleurs à saturation, je lui dis: «Bah tiens, là, j'ai lancé une machine, est-ce que tu pourras l'étendre s'il te plaît?» Bon, bah, il le fait. Même s'il doit râler 30 secondes parce que ça le gave, il le fait. Et en fait, je laisse même plus le choix. Parce que clairement, en fait, on élève aussi nos maris, nos conjoints. Je peux pas parler de comment on fait avec une conjointe puisque je suis hétéro, et que je n'ai jamais été en couple avec une femme, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil. Quand on éduque nos conjoints à ne rien faire, faut pas non plus après s'étonner qu'ils ne fassent rien. Puisque du coup, ils ont pris l'habitude qu'on leur a donné de ne rien faire. Alors, c'est vrai que si en plus ils ont été élevés comme ça, dès tout petits, ça va pas aider. Mais clairement, moi j'ai appris à mon mari à faire une machine, par exemple. Donc je sais qu'il sait le faire. On a changé de machine, je lui ai réappris. Je lui ai dit: «Là, c'est le compartiment pour la lessive, nanani, nanana. Tu mets sur temps, au final, on utilise quasi tout le temps le même programme, nous on mélange tout, on met à 30, enfin il y a rien de technique, hein». Donc il risque pas de se tromper pour le coup. Donc je lui ai réappris, je sais qu'il sait faire. Et pourtant, c'est encore moi qui gérais toujours le linge, qui gérais toujours le ménage, et cetera, et cetera. Les devoirs des enfants, tout, en fait, tout, absolument tout, hein, voilà, les papiers, tout, tout, tout. La seule chose que je gère pas, et que je gérerai pas d'ailleurs c'est hors de question, et ça l'a toujours été depuis le début, c'est tout ce qui est lié à sa voiture, parce que c'est sa voiture. Étant donné que je n'ai pas le permis, je me permets pas d'utiliser, du coup, je n'utilise pas sa voiture, donc ça, c'est hors de question. Et tout ce qui touche à son travail, donc ses papiers, ses fiches de paye, tout ça, je les gère pas.
Enfin, je les gère pas. En réalité, j'ai un dossier sur l'ordinateur avec ses fiches de paye quand même, au cas où il aurait fallu voilà, en imprimer une pour X raison. Mais voilà, il se débrouille avec ses papiers, je lui fais pas ses papiers. Voilà. Par contre, je fais les papiers de tout le reste. Voilà, le docteur, les papiers d'école, tout. Quand on est invité, c'est moi qui gère. Quand on reçoit, c'est évidemment moi qui gère tout. Bon, voilà. Mais parce que en fait, j'ai grandi avec ce modèle-là et j'ai pas déconstruit en fin de compte. Et donc là, c'est sur ça qu'il faut vraiment bosser parce que vraiment, ça joue sur la vie personnelle. J'étais en colère contre lui parce que je me disais: «Mais en fait, toi, tu rentres, tu as fait ta journée, c'est bon, tu te poses et tu t'occupes de rien, quoi». Alors qu'en fin de compte, si je lui demande, il va le faire, pour le coup. Moi, j'attendais que ça vienne de lui. Déjà d'une part et en plus, bah, j'attendais qu'il le fasse exactement comme moi je le faisais. Sauf que, bah, il l'est pas moins, donc il a pas mon ancienneté, ma pratique et cetera et il l'aura jamais si je le laisse pas faire. Donc il faut prendre, clairement, je pense, sur soi au début parce que clairement c'est dégueulasse. Au début, le linge, il est trop mal étendu, je repassais un peu derrière, hein, j'avoue. Mais à force, il commence à voilà, à prendre le pli, c'est le cas de le dire et à faire ça un peu mieux, quoi et plus, le temps va passer et plus il va le faire bien, quoi. Donc ça va être comme ça sur un peu tout. Voilà, c'est pareil là, Nayeli, notre dernière, elle a eu 6 ans. Elle a eu un jeu Montessori, voilà, pour apprendre les maths et cetera parce que bon, dans sa classe, la maîtresse, elle est pas bon, au niveau des apprentissages, clairement, je me fais un peu de soucis, hein, pour le CP. Donc du coup, je vais pas attendre, voilà, qu'elle soit en galère au CP. J'anticipe maintenant et je la fais travailler à la maison sous forme de jeu, comme ça, elle voit pas le truc passer et je lui fais passer le truc, je lui faxe le truc, quoi. Et du coup, elle a eu un jeu donc de mathématiques, Montessori. Mon mari qui ne connaît pas du tout ça, quand on a fait l'école à la maison pour notre fils et un petit peu pour notre aîné, c'est pas une fois de plus, c'est pas lui qui gérait ça, donc il ne connaît pas. Donc je lui ai d'abord montré comment, se faisait, ce jeu. Je lui ai montré 1 fois, 2 fois, devant la petite, du coup et après je l'ai laissé en roue libre, à gérer ça avec la petite pendant que moi je faisais autre chose. Avant, j'aurais pas réussi. J'aurais dit: «Non, c'est bon, là, je gère, toi, vas tu vas tu files enfin, tu vas te poser, tu fais tes trucs, mais moi, je gère ça». Parce que j'avais trop peur qu'il fasse n'importe quoi, qu'il déforme la méthode ou que quoi que ce soit ou voilà. Et ben, là, voilà, j'ai dit: «C'est bon, je lâche prise parce que sinon je vais péter un câble». En fait, clairement, le burn-out, il va être pour moi et donc ça, c'est pas envisageable quand on est, parent, voilà, qu'on a une famille, on est censé être un modèle pour nos enfants. Il faut du coup, incarner le changement qu'on veut voir, dans le monde, comme disait l'autre. Et donc le troisième point, la troisième conséquence, heu, sur le fait de vouloir tout gérer, c'est aussi sur, bah, notre capacité à avancer finalement. Parce que en portant les responsabilités des autres, on se concentre plus sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est-à-dire que si on a des projets pro, des projets perso surtout, parce que le pro encore c'est à l'extérieur généralement. Pour les gens, les 3/4 des gens bossent à l'extérieur, bon, c'est encore autre chose. Donc là, généralement, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Mais pour tout ce qui est projet perso, par exemple, je sais pas, votre projet perso, c'est, je sais pas, de vous mettre au footing. Voilà, à faire du jogging, du machin. Et ben, du coup, ça va passer à la trappe. Parce que vous êtes tellement à vous occuper de ce que les autres pourraient faire alors que, bah, c'est vous qui êtes en train de le faire à leur place. Heu, mais du coup, ça passe à la trappe, quoi. Donc on perd vraiment de vue nos propres objectifs quand on est comme ça. C'est comme si, en fait, on portait un sac à dos rempli de pierres, mais qu'en fin de compte, la moitié des pierres, bah, nous appartiennent même pas. OK? Par exemple, moi, j'ai dû lâcher prise sur, la relation entre mes parents et une personne de ma fratrie. Parce qu'on a toujours été tous très soudés. On est 3 enfants, voilà, moi je suis l'aîné, on est 3 enfants. Oui, donc en plus j'ai le souci enfin le souci, le fait d'être l'aîné, ça implique aussi, c'est vrai, une façon d'être après, où on prend vraiment les responsabilités, plus facilement que peut-être quand on est le dernier ou celui du milieu, je pense. Mais je pense qu'il y a aucune position dans une fratrie qui est l'idéal, mais bon, c'est comme ça, on choisit pas. Donc j'ai vraiment dû lâcher la bride là-dessus parce que, ça déjà ça m'impactait, psychologiquement, beaucoup. Je savais pas comment faire pour essayer de les rabibocher, et je risquais en plus de perdre moi ma relation avec, cette personne de ma fratrie parce que du coup je venais m'immiscer entre eux. C'était pas mon but. Mon but c'était, de faire en sorte que la famille soit de nouveau réunie comme avant et que voilà. Et le problème, c'est que voilà, on n'est pas tous comme moi, apprenez le pardon et la bienveillance et la tolérance, on n'est clairement pas là-dedans.
Tout le monde n'est pas là-dedans et c'est comme ça et peut-être que ça viendra ou pas et il faut juste que j'apprenne à faire avec et que je m'occupe de moi, de mes enfants, de mon mari et que je reste en bon terme avec l'un comme l'autre, mais sans vouloir tout rattacher ensemble, quoi. Donc ça a été difficile. Mais voilà, une fois de plus, j'ai essayé de pas prendre la responsabilité des autres, de me dire: «De toute façon, c'est pas ma relation, c'est entre eux, donc moi je peux rien y faire». Il y a que, ça peut venir que d'eux, pour que ça se remette correctement et qu'en plus ils aient, ce côté, valorisant et ce qui est très important, de se dire: «Bah, j'ai réussi à recréer ma relation, sur de nouvelles bases» et cetera. Ça peut venir que d'eux, c'est même très important que ça vienne d'eux. Donc j'ai dû lâcher vraiment la bride dessus. 3e partie, on va parler de comment, justement, lâcher ce qui ne nous appartient pas. Alors comment on fait pour, lâcher ce qui ne nous appartient pas? Alors c'est vraiment tout un processus, OK, mais là je vais, vous donner quand même quelques idées clés, on va dire, pour pouvoir commencer déjà. OK? Parce que ça va être un épisode très, 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 très long sinon si et puis en plus c'est aussi du cas par cas. Mais, quelques clés, voilà, quelques idées clés universelles. Je vais vous en donner 5. La première, c'est déjà d'identifier ce qui ne vous appartient pas. Là, moi, par exemple, pour l'exemple que je viens de vous citer, bon, bah, c'est la relation entre la personne de ma fratrie et mes parents. Voilà. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas ma relation. J'ai identifié, du coup, ce problème. Et vous pouvez vous poser cette question, est-ce que c'est vraiment mon rôle de m'occuper de ça? Par exemple, bah, là, pour le coup, est-ce que c'était mon rôle de régler les conflits entre mes parents et la personne de ma fratrie? La réponse, elle est non. Et est-ce que c'est mon rôle de régler les conflits entre mes collègues, par exemple? Bon. Est-ce que c'est mon rôle, de m'occuper des émotions de tout le monde autour de moi? Bah non, en fait, je ne suis pas leur psy. Même si je peux entendre, c'est pas à moi de leur dire, ce qu'ils doivent ressentir ou pas ressentir, par exemple. Est-ce que c'est mon rôle de dire oui à toutes les demandes? Bon, vous voyez? Ça peut être très long comme ça, comme, il y a pas mal de questions à se poser, mais globalement, faut identifier. Si la réponse elle est non à ces questions, bon, c'est que ça vous appartient pas. Donc, on lâche prise. 2e point, c'est vraiment apprendre à déléguer. Comme je vous le disais tout à l'heure avec mon exemple du linge avec mon mari là, bon, déléguer, c'est vraiment pas un signe de faiblesse, hein, parce que moi j'avais tendance à voir ça comme ça. Bon, c'est vraiment pas ça. Au contraire, j'ai même remarqué que c'était devenu un signe d'intelligence. Alors c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, pour dire ouais, j'ai un QI de ouf, hein. C'est pas l'idée. C'est vraiment un signe d'intelligence parce que si quelqu'un est capable de faire une tâche à 80% comme moi, alors c'est bon, je peux le laisser faire. Ok? Et puis je trouve que c'est une preuve d'humilité aussi. Vous voyez? C'est en le disant là que je viens de percuter, je trouve que c'est aussi une preuve d'humilité, c'est de se dire: «OK, en fait, il y a pas que moi qui est capable de le faire, quoi. Je suis pas le centre du monde, je suis pas la queen ici, donc c'est possible». OK? On n'a pas besoin de tout gérer toute seule et puis du coup, c'est un signe d'intelligence aussi, je disais, parce que mais pendant ce temps-là, on peut faire quelque chose pour nous, par exemple, ou faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas le temps de faire. Bah, par exemple, moi, l'autre jour, quand j'ai délégué ça, beh, j'ai eu le temps d'aller jouer avec ma fille, avec ses Polly Pocket. Bon, bah, elle était trop contente, parce que je le fais jamais, j'ai jamais le temps. Bon, OK. 3e point, ce serait déjà de dire non sans culpabiliser. Alors je sais, c'est pas facile, mais dire non, c'est vraiment vous protéger, vous-même. Ça peut passer par ces petites phrases toutes simples comme, «Je comprends ton besoin, pardon, mais je peux pas m'en occuper, je peux pas y répondre». Ou bien, hem, «C'est pas dans mes capacités pour l'instant», et cetera, et cetera. Donc il faut vraiment apprendre à poser des limites claires, sans vous excuser, OK? Vous venez pas de faire une bêtise, de faire une erreur. Vous donnez simplement, votre ressenti, envers quelque chose. «Non, je ne suis pas disponible. Non, je peux pas m'en occuper. Non, c'est pas dans mes capacités pour l'instant», et cetera, et cetera. Vous n'avez pas à vous justifier plus que ce que je viens de vous donner comme exemple, par exemple, mais et vous n'avez, pardon, surtout pas à vous excuser. OK? Souvent, j'entends des: «Ah mais je suis désolé, mais du coup, je vais pas pouvoir». Non, mais tu as pas à être désolé, en fait. Tu peux pas. C'est OK. Enfin, ça peut m'arriver à moi aussi, donc il y a pas voilà. C'est OK de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir aussi, hein, c'est pas faut pas avoir une raison. OK? C'est vous avez le droit de juste pas avoir envie.
en fait, de sortir avec les potes, le vendredi soir. Vous avez droit, de dire: «Bah non, là, non, je sors pas ce soir». Voilà et vous n'avez même pas à vous justifier de: «J'ai pas envie parce que ceci, pa» non. «Écoute, ce soir, je viens pas avec vous, on verra ça une autre fois. Amusez-vous bien, passez une bonne soirée». Voilà, basta. Très simple et vous verrez que les gens, ils vont plus vous respecter. D'ailleurs, parce qu'ils vont voir que déjà, vous allez développer du charisme. Parce que quelqu'un qui est sûr de soi, c'est charismatique en vrai. C'est super charismatique. Ils vont vous respecter parce que vous êtes capable de prendre position. Quelqu'un qui dit oui à tout, clairement, on le respecte pas, quoi. On se dit, bah lui, de toute façon, on lui demande, ou elle, on lui demande. Oui, elle va dire oui, c'est sûr. Hein, tu claques des doigts, elle est là, quoi. Non, il y a personne qui respecte réellement, profondément ce genre de personne. Ok, donc imposez-vous gentiment, avec bienveillance, etc. Mais être capable de dire non, c'est très important pour vous, pour les autres finalement aussi. Quatrième point, c'est vraiment se recentrer sur ses priorités. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui vous rapproche de votre bien-être, de vos objectifs? Concentrez-vous là-dessus. Ok, le reste, ça peut attendre. Et le cinquième point, ça va être le fait d'accepter l'imperfection. Ça, c'était quelque chose qui était très très dur pour moi, parce qu'il faut savoir que mes parents m'appellent Monk. Ok, donc ça vous donne une idée de du niveau. Alors c'était vraiment pour rire, hein, parce qu'en réalité, je ne suis pas à ce niveau-là. C'est mon maître, hein, clairement, donc ça pourrait être mon père spirituel, là. Très clairement. Mais voilà, j'aime quand c'est aligné, j'aime quand c'est droit. Si j'écoutais que moi, que je prenais pas en compte les besoins de mes enfants, de mon mari, etc., mais moi, ma maison, c'est une maison témoin. C'est-à-dire que la chambre de mes enfants, ils ont une bibliothèque, tout ça. Les livres sont rangés soit par taille. Là, j'ai fini par dire, OK, vous rangez par taille si vous voulez, du plus grand au plus petit. Voilà. Mais moi, sinon, c'est par ordre alphabétique, pardon, ou comme à la bibliothèque, par auteur. Voilà, moi, je serais comme ça. Mais du coup, ça va être une dinguerie, donc je vais dire, j'ai lâché l'affaire, je dis, OK, vous rangez du plus grand au plus petit. Voilà, pour que ça reste quand même propre, nickel, quoi. Et voilà, ça, il y a plein de trucs comme ça que, voilà, je me suis détendu, parce que sinon, mais on peut pas vivre avec quelqu'un, c'est pas agréable de vivre avec quelqu'un comme ça. Et c'est pas du coup agréable non plus d'être comme ça. Parce que lâcher prise, c'est vraiment pas abandonner, hein, finalement. C'est choisir où on met son énergie. Et franchement, ça suffit finalement. Donc pour conclure, je dirais que lâcher ce qui ne vous appartient pas, c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même. De respect déjà, et du coup d'amour. C'est pas toujours facile. Je sais vraiment de quoi je parle. Vraiment, c'est difficile. Il faut vraiment se mettre un gros coup de pied au cul. À un moment donné, il faut dire les choses, donc je vous le dis, il faut vraiment se mettre un coup de pied au cul. Mais chaque petit pas compte. On n'est pas obligé d'y aller frontalement et de faire des pas, des enjambées de fou, hein. Mais vraiment, chaque petit pas compte et à la fin, vous allez vous sentir plus légère, plus alignée et plus en paix avec vous-même. Moi, je suis là pour en témoigner, vraiment. Donc avant de terminer, je voulais vous poser justement cette question que vous allez vous poser à vous-même. Qu'est-ce que vous êtes prête à lâcher aujourd'hui, là, aujourd'hui, pour retrouver un petit peu de sérénité, OK? On ne parle pas de la plénitude totale, OK? Mais la question c'est, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prête à lâcher, voilà. Par exemple, bah oui, c'est vrai que, bon, je peux laisser mon mari faire l'aspirateur, voilà. Oui, bon, c'est vrai que mon fils, bah, en fait, il a 10 ans, il est largement capable de faire son lit. C'est pas à moi de passer derrière lui tous les matins pour faire son lit. Vous voyez? Ce genre de petites choses déjà, même si le lit n'est pas fait au carré militaire comme on aime, au moins la couette elle est tirée, l'oreiller il est remis à sa place, le pyjama il est plié sous l'oreiller, enfin voilà, ou que sais-je. Mais voilà. Et puis c'est un cadeau que vous faites aux gens, vraiment, hein, parce que le jour où imaginez, je vous le souhaite pas, mais imaginez vous êtes hospitalisé, qui va faire les choses? Bah personne, parce qu'en fait, ils ne sauront pas le faire. Ils ne le sauront pas. Moi, j'ai dû expliquer d'autres trucs à mon mari quand j'ai accouché la première fois, hein, parce que il savait pas, hein. Voilà. Et c'est là que je me suis dit: «Ah oui, merde, ça va durer quand même 4 jours l'hospitalisation». Donc vaudrait mieux qu'il sache, quoi, pour le coup. Donc c'est là que je me suis dit: «Bon, je ne vais pas refaire 2 fois la même bêtise, quoi». Donc vraiment, posez-vous cette question: qu'est-ce que je peux aujourd'hui lâcher pour retrouver un petit peu plus de sérénité?
Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un outil gratuit, un PDF, pour vous aider à identifier vos priorités et vous recentrer sur vous-même. Donc il suffit juste de commenter là en dessous du podcast le mot lâcher, ok, ou vous m'envoyez un message dans mes DM, là, dans les messages privés d'Instagram, voilà, ou sur mon WhatsApp, enfin voilà. Vous me le dites et je vous l'envoie par mail, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir aussi besoin. L'idée, c'est toujours d'être dans le partage, l'entraide, tout ça. Et nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Allez, hasta pronto. Bye.